Le sinistre. Sigmund Freud. Le sinistre. Le psychanalyste ne se sent que rarement poussé à entreprendre des investigations esthétiques, bien qu'il ne s'agisse pas de confiner l'esthétique à la doctrine du beau, mais plutôt de la considérer comme une science des qualités de notre sensibilité. L'activité psychanalytique est orientée vers d'autres couches de notre vie psychique et a peu de contact avec les pulsions émotionnelles, finalement inhibées, étouffées, dépendantes de tant de constellations simultanées, qui forment habituellement la matière de l'esthétique. Cependant, il peut arriver qu'il soit poussé à s'intéresser à un certain secteur de l'esthétique, traitant généralement d'un secteur un peu à l'écart, délaissé par la littérature esthétique elle-même. L'Unheimlich, le sinistre, forme l'un de ces domaines. Il ne fait aucun doute que ce concept est proche de celui du terrifiant, de l'angoissant, de l'effrayant, mais il n'en est pas moins certain que le terme est souvent appliqué dans un sens un peu indéterminé, de sorte qu'il coïncide presque toujours avec l'angoissant en général. Cependant, nous pouvons entretenir l'espoir que l'utilisation d'un terme spécial Unheimlich pour désigner un certain concept sera justifiée par la découverte en lui d'un noyau particulier. Bref, nous voudrions savoir quel est ce noyau, ce sens essentiel et propre qui nous permet de discerner, dans ce qui est affligeant, quelque chose qui est aussi sinistre. Les exposés esthétiques détaillés nous en disent peu, qui préfèrent d'ailleurs traiter du beau, du grandiose et de l'attirant, c'est-à-dire des sentiments d'une tonalité positive, de leurs conditions d'apparition et des objets qui les suscitent, dédaignant au contraire la référence à sentiments contraires, répulsifs et désagréables. Quant à la littérature médico-psychologique, je ne connais que la thèse de Jentsch qui, bien que pleine d'intérêt, n'épuise pas le sujet. Je dois avouer, en tout cas, que pour des raisons faciles à deviner, selon les circonstances actuelles, je n'ai pas pu consulter en profondeur la littérature respective, en particulier la littérature étrangère. Je remets donc cet ouvrage entre les mains du lecteur sans appuyer toute revendication de priorité. Jentsch souligne à juste titre qu'une difficulté dans l'étude de l'étrangeté est due au fait que la capacité d'éprouver cette qualité sensible se produit à un degré extrêmement inégal chez les différents individus. Même moi, je dois me reprocher une bêtise particulière disparate à cet égard, alors qu'une sensibilité subtile serait bien plus commode, car depuis longtemps je n'ai rien éprouvé ni rien connu qui me donnerait l'impression du sinistre, aussi dois-je délibérément évoquer cette sensation, éveiller en moi un état d'esprit propice à celle-ci. Saint embargo, difficultad de estercles tambien son propia de machos otros dominio de la estetica, y a causa de ellos no abandonarmo, por cierto, la esperanza de hallar que esos que se prestan para admitir en ellos, sin lugar a dudas y únicamente, el phénomène en question. Nous pouvons désormais choisir entre deux voies, soit rechercher le sens que l'évolution du langage a déposé dans le terme, unheimlich, soit rassembler tout ce qui dans les personnes et les choses, dans les impressions sensorielles, les expériences et les situations, nous produisons le sentiment de sinistre, déduisant ainsi le caractère caché de celui-ci parce que tous ces cas ont en commun. Avouons sans tarder que l'une ou l'autre des deux voies nous conduira au même résultat, le sinistre serait ce genre d'effrayant qui affecte depuis longtemps les choses connues et familières. Dans ce qui suit, on verra comment cela est possible et dans quelles conditions des choses familières peuvent devenir sinistres, effrayantes. Je veux aussi noter que dans cette enquête j'ai commencé par recueillir une série de cas particuliers, n'en trouvant confirmation que plus tard dans les tournures de langage. Lors de l'exposition du sujet, je suivrai plutôt le chemin inverse. Le mot allemand unheimlich est sans doute l'antonyme de heimlich et heimisch, intime, secret, et familier, familial, domestique, imposant ainsi la déduction que le sinistre fait peur précisément parce qu'il n'est pas familier mais, bien sûr, tout ce qui est nouveau et inhabituel n'est pas effrayant, de sorte que cette relation n'est pas réversible. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la nouveauté devient facilement effrayante et sinistre, mais seules certaines nouveautés font peur, ils ne sont en aucun cas tout. Quelque chose doit être ajouté au nouveau et à l'inhabituel pour le rendre sinistre. Jentsch n'a pas dépassé, en termes généraux, cette relation entre l'étrange et le roman, insolite.
situe dans l'incertitude intellectuelle la condition fondamentale pour que le sentiment du sinistre se produise. Selon lui, le sinistre serait toujours quelque chose dans lequel on se trouve en quelque sorte égaré, perdu. Plus un homme est orienté dans le monde, moins facilement les choses et les événements lui donneront l'impression du sinistre. Mais nous vérifierons aisément que cette caractérisation du sinistre n'épuise pas ses significations, nous tenterons donc de dépasser l'équation sinistre égale insolite. Tournons-nous d'abord vers les autres langues, mais voici, les dictionnaires ne nous disent rien de nouveau, peut-être simplement parce que ces langues ne sont pas les nôtres. En effet, on a même l'impression que de nombreuses langues manquent d'un terme qui exprime cette nuance particulière de l'effrayant. Latin, selon le petit dictionnaire allemand latin de que Georges, 1898, un lieu sinistre, locus suspectus, à une heure sinistre de la nuit, nuit d'orage. Grec, dictionnaire Rast et Chancre, Hainaut, c'est-à-dire, étranger, étranger, inconnu. Anglais, selon les dictionnaires Lucas, Bello, Flugel, Murray Sanders, mal à l'aise, mal à l'aise. Sombre, lugubre, étrange, épouvantable, se référant à une maison, hantée, d'un homme, un type repoussant. Français, sachevilate inquiétant, sinistre, gloomy, mal à son aise. Espagnol, Tolosan, 1889, soupçonneux de mauvais augure, sombre, sinistre. Astérisque. Les langues italiennes et portugaises semblent se contenter de mots que l'on désignerait comme des périphrases. En arabe et en hébreu, un heimlich coïncide avec démoniaque, effrayant. Revenons donc à la langue allemande. Dans le Wörterbuch der deutschen Sprache, de Daniel Sanders, 1860, l'article « heimlich » contient les indications suivantes, que je reproduirai intégralement en soulignant quelques passages, Tommy, page 729, astérisque. Heimlich, A. Kate, F en 1 aussi heimlich, heimlich, typique de la maison, pas étrange, familier, docile, intime, confidentiel, ce qui rappelle la maison, etc. A. Archaïsme, appartenant à la maison, à la famille, ou, considéré comme propre à tel, caf. Le T. familiaris, coutumier, dit heimlichen, l'intime, dit Ausgenossen, les cohabitants de la maison, der Heimlichrat, le conseil intime, Gênes, 41, 45, 2. Samuel, 23, 23, 1. Crâne. 12, 25, Pirovi 8, 4, terme maintenant remplacé par je aimais, voir, D1, ra, voir, Heimliche. B. On dit des animaux apprivoisés, domestiqués. Le contraire de sauvage, par exemple, animaux qui ne sont ni sauvages ni heimlich, etc. Epan-Orff, 88. Des animaux sauvages, qui sont apprivoisés pour les rendre heimlich et habitués aux gens, 92. Quand ces petites bêtes sont élevées dès leur plus jeune âge à côté de l'homme, elles prennent très heimlich qu'elles mangent de ma main, elti. La cigogne sera toujours un oiseau beau et heimlich, link. School, 146. Voir, Auslich, 1, etc. C'est, intime, familier, qui évoque le bien-être, etc. Une protection confortable, calme et sûre, comme la maison confortable et chaleureuse, voire, pouvez-vous encore vous sentir heimlich dans votre pays, quand des étrangers abattent vos forêts. Alexis H. I. 1, 289. Elle ne se sentait pas très heimlich, près du ruisseau murmurant, etc. Foster, Tommy, 417. Détruisez la Heimlichkeit de la patrie, Gervinus, Lis 5, 375. Je ne trouverai pas facilement un tel coin heimlich, G, 14, 14. Nous nous sommes sentis si à l'aise, si calme et confortable, si heimlich, 15, 9. Dans la Heimlichkeit tranquille, dans les limites étroites de la maison, allez. Une ménagère assidue, qui sait faire une délicieuse Heimlichkeit avec peu, Hartmann UNST, 1, 188. L'homme plus heimlich lui semblait maintenant, jusqu'à récemment étrange, Körner, 540.
Les propriétaires protestants ne se sentaient pas Heimlich et silencieux et amicaux et Heimlich, comme si l'on désirait un endroit pour se reposer. W11 144. Il n'y avait rien d'Heimlich dans cette transe. 27 170, etc. Plus loin, l'endroit était si calme, si solitaire, si Heimlich et ombragé, cher. Pile 1 170. Les vagues avançaient et reculaient, rêveuses et Heimlich, chaises berçantes, Koerner, ch 3 320, etc. Voir un Heimlich. En particulier chez les auteurs souabès et suisses, il adopte fréquemment 3 syllabes. Comment Heimlich Ivo se sentait la nuit, quand il était couché dans sa maison, Auerbach, D1, 249. Dans cette maison, je me sentais tellement Heimlich. 4, 307. La chambre chaude, la soirée Heimlich, Gotthelf, ch 127, 148. Voilà quelque chose de très Heimlich, quand l'homme sent au fond de son cœur combien il est petit, combien le Seigneur est grand. 147. Petit à petit on se trouva plus à l'aise et plus Heimlich. U1, 297. Le doux Heimlich qu'ici, 327, Pestelazzi, 4, 240. Celui qui vient de loin ne pourra pas vivre très Heimlich, amical, en voisin, avec les gens. 325. La cabane où il s'est assis autrefois, si Heimlich, si heureux, parmi les siens, Rétard, 20 ans. Le corps du gardien sonne tellement Heimlich de la tour, sa voix, si hospitalière, nous invite. 49. On dort ici si chaleureusement, si merveilleusement Heimlich. 23, etc. Ce sens aurait mérité d'être généralisé, pour éviter qu'un mot aussi approprié ne tombe en désuétude, du fait de sa confusion facile avec 2. Par exemple, les ex sont tout tellement Heimlich. 2, Heimlich. Qu'entendez-vous par Heimlich? Bien alors, que je m'assieds avec eux comme devant un puits rebouché ou un étang asséché. On ne peut passer à côté sans avoir l'impression que l'eau rejaillira, un jour. Nous, ici, l'appelons un Heimlich, vous l'appelez Heimlich. En quoi trouvez-vous que cette famille a quelque chose de secret et d'incertain? Etc. Gutzkow, R. 2, 61. D. Voir, C. Surtout en Silésie, joyeux, plein d'humour, on le dit aussi du temps, voir, Adlung und Wenold. De secret, caché, pour que les autres ne le remarquent pas, voulant cacher quelque chose, voir, je aime, secret, 2, voix dont on ne la distingue pas toujours avec précision, surtout en nouveau-allemand et dans l'ancienne langue, comme par exemple dans la Bible, Job, 11, 6, 15, 8, Pierrovi 2, 22, I Corinthe 2, 7, etc. Aussi, Heimlichkeit, au lieu de je aime ni, secret, Matt 13, 35, etc. Des voix qui ne sont pas toujours distinguées avec précision, par exemple, faites quelque chose Heimlich, dans le dos de quelqu'un d'autre, s'éloigner Heimlich, se faufiler, réunion Heimlich, clandestine, contempler le malheur des autres avec une joie Heimlich, soupirer, crier Heimlich, en secret, se comporter Heimlich, mystérieusement, comme si on avait quelque chose à cacher, amour, Heimlich, secret, péché, lieu Heimlich, que la pudeur oblige à cacher, amour, Heimlich péché. Mystérieux, comme si l'on avait quelque chose à cacher, amour, péché Heimlich, secret, lieu Heimlich, que la pudeur oblige à cacher, 1, samedi 5, 6, le lieu Heimlich, en référence aux toilettes, 2. Roi, 10, 27, Pierrovi 5, 256, etc. Également dans Der Heimlichstall, le siège secret, d'un Graf 1, 249, jetant quelqu'un dans le puits, à Heimlichkeiten, 3, 75, Roland Nagent FR 83, etc. Il le présenta comme Heimlich, perfide et sournois contre les seigneurs cruels, comme franc, ouvert. Sympathique et serviable envers son ami qui souffre, Burmeister GB2, 157, vous devez aussi savoir ce qui est le plus Heimlich et sacré pour moi, Chamisso 4, 56, l'art Heimlich, occulte, de la magie, 3, 224.
Où la discussion publique cesse, sur l'ordre des conspirateurs Emlich, le cri de guerre des révolutionnaires déclaré, G4, 222. Une influence sainte, Emlich, 15. J'ai des racines très heimlich, cachées, au plus profond de la terre je suis enraciné, 2, 109. Ma malice Emlich, voir, M-Tuquet, 30, 344. S'il ne l'accepte pas ouvertement et consciemment, il pourrait le prendre heimlich et secrètement des vers achromatiques, 375. Désormais, je voudrais qu'il n'y ait rien de heimlich, secret, entre nous, ch 369b. Découvrir, publier, trahir les Emlichkeiten, secrets, de quelqu'un, comploter derrière mon dos les Emlichkeiten, à Levi. H2, 3, 168. À mon époque, on pratiquait la Emlichkeit, discrétion, Ragedorn, 3, 92. La Emlichkeit, intrigue, et les commérages qui se commettent en secret, Immermann, Monsieur 3, 289. Seule l'action de la connaissance peut briser l'action de la Emlichkeit de l'or caché. Novali, 1, 69. Dis-moi où tu le gardes, dans quel lieu de Emlichkeit silencieuse, SCHR 495, B. Les abeilles qui forment la clé du Emlichkeiten, cire pour sceller les lettres secrètes, TAC, Saint 3, 2. Être habile dans les rares Emlichkeiten, art magique, Schlegel, SH, 6, 102, etc. Voir, Je Emni L10, page 291 et suivre. Voir à cet égard un C, ainsi que, notamment, l'antonyme unheimlich, inquiétant, qui provoque une terreur atroce, cela lui parut presque unheimlich, sinistre, spectral, Chamisso, 3, 238. Les heures unheimlich, sinistres et sombres de la nuit, 4, 148. Pendant longtemps je me suis senti unheimlich, horrifié, 242. Je commence à me sentir unheimlich, Vermin, 51. Unheimlich et immobile, comme une statue de pierre, Res, 1, 10. Le brouillard unheimlich, appelé à Roche, Immermann, Monsieur, 3, 299. Ces jeunes gens pâles sont unheimlich et méditent Dieu sait quel mal, Loeb, volume 1, 119. Tout ce qui s'appelle unheimlich, devant rester secret, caché, pourtant, s'est manifesté, Schelling, 2, 2649. Voiler le divin, l'entourer d'une certaine Unheimlichkeit, mystère, 658, etc. Il n'est pas utilisé comme un antonyme de, comme Kant le présente, sans aucun fondement. Point. De cette longue citation ressort pour nous le fait intéressant que le mot heimlich a, parmi les nombreuses nuances de son sens, une dans laquelle il coïncide avec son antonyme, unheimlich. Souvenez-vous de l'exemple de Gutzkow, nous, ici, l'appelons unheimlich, vous l'appelez heimlich. Du reste, il nous prévient que ce mot, heimlich, n'a pas un sens unique, mais appartient à deux groupes de représentations qui, sans être précisément antagonistes, sont pourtant assez éloignés. Il s'agit de ce qui est familier, confortable, sur d'une part, et du caché, d'autre part. Unheimlich ne serait employé que comme antonyme du premier de ces sens, et non comme l'opposé du second. Le dictionnaire de Sanders ne nous dit rien sur une éventuelle relation génétique entre les deux significations. En revanche, une note de Schelling attire notre attention, qui énonce quelque chose de tout à fait nouveau et inattendu sur le contenu du concept unheimlich. Unheimlich serait tout ce qui aurait dû rester caché, secret, mais qui s'est manifesté. Une partie de nos doutes, ainsi éveillés, sont résolus par les données offertes par le Deutsches Wörterbuch, de Jacob et Wilhelm Grimm, Leipzig, 1877, 4/2, page 874 et suivante. Heimlich, ADJ et ADV vernacule, occultu, moyen au allemand, Emmelich. Page 874, dans un sens un peu différent, je me sens heimlich, bien, confortable, sans peur. B. Heimlich désigne aussi un lieu exempt de fantômes. Page 875, SS, familier, convivial, intime.
4 de Heimatlich, de la région natale, Hauslich, maison, émane la notion de ce qui est caché aux yeux étrangers, caché, secret, utilisant ces termes dans diverses relations. Page 876, à gauche, au bord du lac, il y a une prairie Heimlich, cachée, dans les bois, Schiller, Telly, 4. Dans un usage assez libre et rare dans le langage moderne, Heimlich s'ajoute à un verbe qui exprime la dissimulation, il me cachera Heimlich dans sa tente, PS 27, 5. Heimlich, secrète, partie de l'humain-corps, pudenda. Les gens qui ne sont pas morts ont été endommagés dans leur partie heimlich, secret, organes génitaux, I. Samuel, 5, 12. C. Les fonctionnaires qui doivent fournir des conseils importants et secrets, dans les affaires gouvernementales sont appelés Heimlichrat, conseiller secret, cet adjectif ayant été remplacé par le plus courant, voir celui-ci, le pharaon nommé, Joseph, Heimlicheres, conseiller secret, Gen 41, 45. Page 878, 6. Heimlich, par rapport à la connaissance, signifie mystique ou allégorique, heimlich, occulte, signifiant, mysticu, divinus, occultu, figuratus. Page 878, dans l'exemple suivant, le sens de Heimlich est différent, soustrait à la connaissance, inconscient. Mais Heimlich signifie aussi impénétrable, fermé à l'enquête, vous ne voyez pas. Ils ne me font pas confiance, ils craignent le visage Heimlich, impénétrable, du duc de Friedland. Camp de Wallenstein, acte 2. 9. Le sens de caché, dangereux, caché, qui est exprimé dans la référence précédente, ressort encore plus, de telle sorte qu'un Heimlich finit par accepter le sens qu'a habituellement un Heimlich, dérivé de heimlich, 3b, SP 874, parfois je me sens comme un homme qui marche la nuit et croit aux fantômes, chaque recoin lui semble Heimlich, sinistre et sombre. Klinger, Théâtre, 3, 298, point. Ainsi, Heimlich est une voix dont le sens évolue vers l'ambivalence, jusqu'à ce qu'il finisse par coïncider avec celui de son antithèse, un Heimlich. Un Heimlich est en quelque sorte une sorte de Heimlich. Ajoutons ce résultat, encore insuffisamment explicité, à la définition que Schelling a donnée de l'un Heimlich, et voyons comment l'examen successif de différents cas d'étrangeté permettra de comprendre les indices relevés. Si nous passons maintenant en revue les personnes et les choses, les impressions, les événements et les situations capables d'éveiller en nous le sentiment du sinistre avec une intensité et une clarté singulières, il nous faudra bien choisir le premier des exemples. Eugène a mis en évidence, comme le cas sinistre par excellence, le doute qu'un être apparemment animé soit réellement vivant, et inversement, qu'un objet sans vie est animé d'une certaine manière, invoquant à cette fin l'impression que suscitent les figures de cire, les poupées, sages et les automates. Comparez cette impression avec celle produite par les crises d'épilepsie et les manifestations de démence, car de tels phénomènes évoqueraient en nous de vagues notions de processus automatiques et mécaniques qui pourraient être cachés sous l'image habituelle de nos vies. Sans être pleinement convaincus de la justesse de cette opinion de Jentsch, nous commencerons notre enquête par les observations suivantes de cet auteur, dans lesquelles il nous rappelle un poète qui a réussi à provoquer, comme aucun autre, des effets sinistres. L'un des moyens les plus sûrs d'évoquer facilement l'étrangeté à travers des récits, écrit Jentsch, est de laisser le lecteur douter qu'une certaine figure qui lui est présentée soit une personne ou un automate. Cela doit être fait de telle manière que l'incertitude ne devienne pas le centre de l'attention, car le lecteur ne doit pas venir immédiatement examiner et vérifier la chose, ce qui, comme nous l'avons dit, dissiperait facilement son état émotionnel particulier. Eta Hoffmann a utilisé avec succès cette manœuvre psychologique dans plusieurs de ses contes fantastiques. Cette observation, certes juste, renvoie avant tout à l'histoire d'Her Sandman, le bac à sable, qui fait partie des Nachtstücke, contes de nuit, et dont est issue la figure de la poupée Olympia qu'Offenbach a fait apparaître dans le premier acte de son opéra Les Contes d'Hoffmann.
Je dois dire cependant, et j'espère avoir l'accord de presque tous ceux qui ont lu cette histoire, que le thème de la poupée Olympia, apparemment animée, ne peut en aucun cas être considéré comme le seul responsable de l'effet singulièrement sinistre que produit l'histoire, plus encore, que ce n'est même pas l'élément auquel cet effet pourrait être attribué en premier lieu. La légère tonalité satirique que le poète donne à l'épisode d'Olympia, l'utilisant pour ridiculiser la présomption de son jeune amant, n'atténue pas non plus cette impression. Le centre de l'histoire est plutôt occupé par un autre thème, celui justement qui lui a donné son titre et qui revient toujours au premier plan à l'apogée, c'est le thème du bac à sable, le « bonhomme de sable » qui s'arrache les yeux. Des créatures. L'étudiant Nathaniel, avec des souvenirs d'enfance duquel commence le conte fantastique, malgré son bonheur actuel, ne peut se débarrasser des réminiscences liées à la mort horrible et mystérieuse de son père bien-aimé. Certaines nuits, leur mère avait l'habitude de mettre les enfants au lit tôt, les menaçant qu'elle. L'homme du sable viendrait, et bien sûr, à chaque fois, le garçon entendait les pas lourds d'un visiteur qui avait retenu son père toute la nuit. Lorsqu'on a demandé à la mère qui était ce bac à sable, elle a nié que c'était plus qu'une façon de dire, mais une nounou a pu lui donner des informations plus précises. C'est un méchant qui vient voir les enfants quand ils ne veulent pas dormir, il leur dit qu'il jette des poignées de sable dans les yeux, les faisant saigner de leurs orbites, puis elle les met dans un sac et les emmène au croissant comme nourriture pour ses petits enfants, qui sont assis dans un nid et ont des becs recourbés, comme des hiboux, avec lesquels il picore les yeux des enfants qui ne regardent pas. Bien que le petit Nathaniel fût assez vieux et intelligent pour ne pas croire des choses aussi affreuses sur le bac à sable, la terreur qu'il lui inspirait restait néanmoins fixée sur lui. Il a décidé de découvrir à quoi ressemblait le bac à sable, et une nuit alors qu'il s'y attendait à nouveau, il s'est caché dans la salle de travail de sa femme. Père ? Il reconnaît alors dans le visiteur l'avocat Coppelius, personnage repoussant qui faisait peur aux enfants quand, à l'occasion, il était invité à déjeuner, ainsi le hideux bac à sable s'identifia pour lui à Coppelius. Dans la suite de la scène, le poète nous laisse en suspens quant à savoir s'il s'agit du premier délire d'un enfant possédé par l'angoisse ou d'une narration d'événements qui, dans l'univers fictif du récit, devraient être considérés comme réels. Le père et son hôte sont près de l'âtre, occupés avec des charbons ardents. Le petit espion entend Coppelius s'exclamer « Allez, allez, allez !» Appel. Le père demande les yeux de son fils et l'événement se termine par un évanouissement suivi d'une longue maladie. Quiconque décide d'adopter l'interprétation rationaliste du « bac à sable » ne manquera pas de reconnaître dans ce fantasme enfantin l'influence persistante du récit de cette nounou. Au lieu de grains de sable, ce sont maintenant des braises ardentes qu'il veut lui jeter dans les yeux, dans les deux cas pour les faire sortir de leurs orbites. Un an plus tard, à l'occasion d'une nouvelle visite du bac à sable, le père meurt dans son bureau à la suite d'une explosion et l'avocat Coppelius disparaît de la région sans laisser de traces. L'étudiant Nathaniel croit reconnaître cette terrifiante apparition de ses années d'enfance en Giuseppe Coppola, un opticien itinérant italien qui vient dans la ville universitaire où on le trouve pour lui offrir des baromètres, et qui, lorsqu'il refuse, s'exclame dans son jargon, ni anti-baromètre, ni anti-baromètre. J'ai aussi un beau oco, un beau oco. L'horreur de l'étudiant s'estompe lorsqu'il se rend compte que les yeux offerts ne sont que des lunettes inoffensives. Il achète un télescope de poche à Coppola et, avec son aide, il scrute la maison voisine du professeur Spallanzani, réussissant à voir sa fille, la belle mais mystérieusement silencieuse et immobile Olympia. Il tombe immédiatement amoureux d'elle, si follement qu'il en oublie sa petite amie astucieuse et sensée. Mais Olympia n'est rien d'autre qu'une poupée automatique dont le mécanisme est l'œuvre de Spallanzani et à laquelle Coppola le bac à sable a fourni les yeux. L'étudiant arrive au moment où les deux créateurs se disputent leur travail, l'opticien prend la poupée en bois, privé d'yeux, et le mécanicien, Spallanzani, ramasse les yeux ensanglantés d'Olympia du sol, les jette sur Nathaniel et s'exclame que c'est à lui que Coppola les a volés.
Noseignol tombe dans une nouvelle crise de folie et, dans son délire, le souvenir de la mort de son père se mêle à cette nouvelle impression, Roue de feu, roue de feu. Tourne, roue de feu. Mignon, mignon. Petite poupée en bois, Belle petite poupée en bois, danse, danse. Avec ses exclamations, il se précipite vers le père supposé d'Olympia et tente de l'étrangler. Remis de sa longue et grave maladie, Noseignol semble enfin guéri. Il aspire à épouser sa petite amie, qu'il a retrouvée. Un jour, ils parcourent ensemble la ville, sur la place principale de laquelle la haute tour de l'hôtel de ville projette son ombre gigantesque. La jeune femme propose à son petit ami de monter dans la tour, tandis que son frère, qui les accompagne, les attendra sur la place. Desde la Elchere, la attention de Clara est attraída por un personnage singular que avanza de hablar en su bolsillo, y al panto es posado nuevamente por la demencia, tratando de precipitar a la joven al abismo y gritando, baile, baile, muñequita en bois. Le frère, attiré par les cris de la jeune femme, la sauve et la fait descendre précipitamment. À l'étage, le possédé court d'un côté à l'autre en s'écriant « Tourne, roue de feu, tourne », parole dont nous connaissons parfaitement l'origine. Parmi les personnes entassées sur la place se détache l'avocat Coppelius, qui vient de réapparaître. Nous devons supposer que sa vision est ce qui a déclenché la folie chez Noseignol. Ils veulent monter pour mater le fou, mais Coppelius dit en riant « Attends, il descendra tout seul ». Noseignol s'arrête brusquement, prévient Coppelius, et se précipite par-dessus la balustrade avec un cri strident, « Oui. Bell'oco, bell'oco ». Le voilà allongé sur le trottoir, la tête défoncée, mais le marchand de sable a disparu dans la foule. Ce bref rappel ne laisse place à aucun doute, le sentiment du sinistre est inhérent à la figure du bac à sable, c'est-à-dire à l'idée d'être privé des yeux, et il n'y a là rien à voir avec l'incertitude intellectuelle dans le sens que Jentsch le conçoit. La question du personnage animé ou inanimé, acceptable en ce qui concerne la poupée Olympia, ne peut même pas être envisagée face à cet exemple bien plus significatif du sinistre. Il est vrai que le poète provoque d'abord en nous une sorte d'incertitude, en ne nous laissant pas deviner probablement intentionnellement s'il entend nous conduire dans le monde réel ou dans un monde fantastique, fruit de sa volonté. Bien sûr, il a le droit de faire l'une ou l'autre chose, et s'il choisit pour cadre de sa narration, disons, un monde dans lequel se meuvent des spectres, des démons et des fantômes, comme le fait Shakespeare dans Hamlet, dans Macbeth et, dans un autre sens, dans La Tempête et le songe d'une nuit d'été, alors nous devrons nous soumettre au poète, accepter cette réalité comme réalité. Monde de son imaginaire, pourvu qu'on s'abandonne à son histoire. Mais au cours de l'histoire d'Hoffmann, ce doute est dissipé et nous nous rendons compte que le poète veut que nous nous regardions à travers la lunette diabolique de l'opticien, ou que peut-être lui-même a-t-il également regardé à travers l'un de ses instruments. La fin de l'histoire nous montre clairement que l'opticien Coppola est, en effet, l'avocat Coppelius, et donc aussi l'homme dans le sable. Il ne s'agit plus ici des incertitudes intellectuelles, nous savons maintenant qu'il ne s'agissait pas de nous présenter les délires d'un fou, après quoi nous, avec notre supériorité rationnelle, aurions à reconnaître le véritable état des choses, mais cette révélation n'atténue en rien la sinistre impression. Si bien que l'incertitude intellectuelle ne nous facilite pas la compréhension d'un effet aussi sinistre. Au lieu de cela, l'expérience psychanalytique nous rappelle que se faire mal aux yeux ou perdre la vue est une source de terribles angoisses infantiles. Cette peur persiste chez de nombreux adultes, à qui aucune mutilation n'effraie autant que celle des yeux. N'as-tu pas l'habitude de dire que tu t'occupes de quelque chose comme un bras et une jambe ? L'étude des rêves, des fantasmes et des mythes nous apprend aussi que la peur de perdre les yeux, la peur de devenir aveugle, se substitue fréquemment à l'angoisse de castration. Aussi le châtiment infligé par Oedipe, le criminel mythique, aveuglé, n'est-il rien d'autre qu'une castration atténuée, peine qui selon la loi du talion serait la seule appropriée à son crime.
D'un point de vue rationaliste, on pourrait tenter de nier que la peur des yeux soit liée à l'angoisse de castration. Il serait alors parfaitement compréhensible qu'un organe aussi précieux que l'œil soit protégé par une angoisse correspondante. Il pourrait même être affirmé que derrière l'angoisse de castration il n'y a pas de secret profond, pas de sens autre que la mutilation elle-même. Mais cela ne tient pas compte de la substitution mutuelle entre l'œil et le membre viril, qui se manifeste dans les rêves, les fantasmes et les mythes, et cela ne réussira pas non plus à ébranler l'impression que précisément la menace de perdre l'organe sexuel suscite un sentiment particulièrement intense et énigmatique. Sentiment qui plus tard affecte aussi les représentations de la perte d'autres organes. Tous nos doutes disparaissent lorsque, dans l'analyse des névrosés, nous découvrons les particularités de ce complexe de castration et le rôle immense qu'il joue dans la vie psychique. Je ne conseillerais pas non plus à tout adversaire de la psychanalyse d'utiliser le conte du bac à sable d'Hoffmann pour affirmer que la peur des yeux serait indépendante du complexe de castration. Eh bien, si tel était le cas, pourquoi l'angoisse des yeux étroitement liée à la mort du père apparaît-elle ici ? Pourquoi le bac à sable revient-il à chaque fois comme rabat-joie de l'amour ? D'abord, il sépare la malheureuse étudiante de sa petite amie et de son frère, son meilleur ami, puis il détruit son deuxième objet d'amour, la belle poupée Olympia, le pousse finalement au suicide, juste avant son union heureuse avec Clara, qu'il vient de revoir. Ces éléments de l'histoire, comme beaucoup d'autres, semblent arbitraires et dénués de sens si l'on rejette le lien entre la peur des yeux et la castration, mais au contraire ils prennent tout leur sens dès que, au lieu du bac à sable, le père redouté, à qui l'on le but de la castration est attribué. Ainsi, on ose rapporter le caractère sinistre du bac à sable au complexe de castration des enfants. Mais la simple idée qu'un facteur aussi enfantin ait pu engendrer ce sentiment nous incite à rechercher une dérivation similaire qui s'applique à d'autres exemples du sinistre. Dans le bac à sable, le thème de la poupée apparemment vivante, que Jentsch a souligné, apparaît toujours. Selon cet auteur, la circonstance qu'une incertitude intellectuelle s'éveille quant au caractère animé ou inanimé de quelque chose, ou qu'un objet privé de vie adopte une apparence très proche de celle-ci, sont extrêmement favorables à la production de sentiments du sinistre. Mais avec les poupées, nous nous sommes rapprochés de l'enfance. On se souviendra que l'enfant, dans ses premières années de jeu, ne trace généralement pas de limite très précise entre les êtres vivants et les objets inanimés, et qu'il aime traiter sa poupée comme si elle était faite de chair et de sang. Nous avons même parfois entendu dire par une patiente que même à l'âge de 8 ans, elle était convaincue que si elle regardait ses poupées de manière particulièrement pénétrante, elle prendrait vie. Ainsi, le facteur infantile ici aussi peut être facilement démontré, mais assez étrangement, dans le cas du bac à sable, il s'agissait de la réanimation d'une ancienne angoisse infantile, face à la poupée vivante. En revanche, on ne parle plus d'angoisse, l'enfant n'avait pas peur à l'idée de voir sa poupée vivante, et peut-être même en avait-il envie. Si bien que dans ce cas la source du sentiment du sinistre ne se trouverait pas dans une angoisse enfantine, mais dans un désir, ou peut-être simplement dans une croyance enfantine. Voici quelque chose qui semble contradictoire. Mais il est possible que ce ne soit qu'une multiplicité de manifestations qui puissent ultérieurement faciliter notre compréhension. Eta Hoffmann est le maître inégalé du sinistre en littérature. Son roman Los Elixirs del Diablo présente toute une série de thèmes auxquels on pourrait attribuer l'effet sinistre du récit. L'intrigue du roman est trop riche et entrelacée pour pouvoir tenter d'y faire référence dans une critique. À la fin du livre, lorsque les conventions sur lesquelles reposait l'action et qui jusqu'alors avaient été dissimulées au lecteur lui sont enfin communiquées, aux surprises, il n'est pas informé, mais plutôt complètement confus. Le poète a accumulé trop d'effets de ce genre, l'impression produite par l'ensemble n'en souffre pas, mais notre entendement en souffre. Il faut que l'on se contente de sélectionner, parmi ces thèmes qui évoquent un effet sinistre, les plus saillants, afin de rechercher s'il est également possible de leur trouver une origine dans les sources enfantines.
Ainsi, nous nous retrouvons, tout d'abord, avec le thème du double ou de l'autre soi, dans toutes ses variations et ses développements, c'est-à-dire avec l'apparition de personnes qui, du fait de leur figure égale, doivent être considérées comme identiques, avec l'amélioration de cette relation par la transmission des processus mentaux d'une personne à son double, ce que nous appellerions la télépathie, afin que l'un participe à ce que l'autre sait, pense et expérimente, avec l'identification d'une personne à une autre, de telle manière qu'elle perd le contrôle de soi et place le soi des autres à la place du sien, c'est-à-dire, clivage de soi, partition de soi, substitution de soi, enfin avec le retour constant du semblable, avec la répétition des mêmes traits de visage, caractère, destin, actes criminels, voire des mêmes noms dans plusieurs générations successives. Le sujet du double a été approfondi, sous ce même titre, dans un ouvrage d'O. Rank. Cet auteur étudie les relations entre le double et l'image dans le miroir dans l'ombre, les génies gardiens, les doctrines animistes et la peur de la mort. Mais cela met également en lumière l'évolution surprenante de ce sujet. En effet, le double était à l'origine une mesure de sécurité contre la destruction de soi, un fort déni de la toute-puissance de la mort, au rank, et l'âme immortelle était probablement le premier double de notre corps. La création d'un tel dédoublement, destiné à conjurer l'anéantissement, trouve son parallèle dans un idiome expressif du langage onirique, consistant à représenter la castration en dupliquant ou en multipliant le symbole génital. Dans la culture des anciens Égyptiens, cette tendance oblige les artistes à façonner l'image des morts avec une substance durable. Mais ces représentations sont nées dans le domaine de l'égophilie illimitée, du narcissisme primitif qui domine l'âme de l'enfant aussi bien que celle de l'homme primitif, et ce n'est que lorsque cette phase est dépassée que le signe algébrique du double change, d'un assureur de survie il devient un sinistre messager de la mort. Mais l'idée du double ne disparaît pas nécessairement avec ce proto-narcissisme originel, puisqu'il est possible qu'elle acquiert de nouveaux contenus dans les phases ultérieures de l'évolution du moi. En elle se développe progressivement une instance particulière qui s'oppose au reste du moi, qui sert à l'auto-observation et à l'autocritique, qui remplit la fonction de censure psychique, et que notre conscience connaît comme conscience. Dans le cas pathologique du délire de référence, cette instance est isolée, séparée de soi, la rendant perceptible au médecin. L'existence d'une telle instance capable de traiter le reste de soi comme s'il était un objet, c'est-à-dire la possibilité que l'homme soit capable de s'auto-observer, permet à l'ancienne représentation du double d'acquérir un nouveau contenu et lui attribuer un sens nouveau série d'éléments, d'abord tout ce que l'autocritique considère comme appartenant au narcissisme vaincu des temps primitifs. Mais non seulement ce contenu offensant pour la critique de l'ego peut être incorporé au double, mais aussi toutes les possibilités de notre existence qui n'ont pas trouvé de réalisation et que l'imagination ne se résigne pas à abandonner, toutes les aspirations de l'ego qui pourraient ne pas être remplies en raison de circonstances défavorables, l'illusion du libre arbitre. Mais ayant ainsi exposé la motivation manifeste du double, nous sommes ici forcés d'avouer que rien de ce que nous avons dit ne suffit à nous expliquer l'extraordinaire degré de caractère sinistre qui est propre à cette figure. D'autre part, notre connaissance des processus psychiques pathologiques nous permet d'ajouter qu'il n'y a rien dans ce contenu qui vienne rendre compte de la tendance défensive qui projette le double hors du moi, comme une chose étrange. Le caractère sinistre ne peut être dû qu'au fait que le double est une formation appartenant à des époques psychiques primitives et dépassées, qui avaient sans doute un sens moins hostile. Le double est devenu un épouvantail, tout comme les dieux deviennent des démons une fois leur religion tombée. Ein, dit Goethe im Exil. Les dieux en exil. En appliquant le modèle fourni par le thème double, il est facile d'apprécier les autres troubles du moi qu'Hoffmann utilise dans ses histoires. Elles consistent en un retour à certaines phases de l'évolution du sentiment du moi, en une régression au temps où le moi n'était pas encore clairement délimité face au monde extérieur et aux voisins. Je crois que ces thèmes contribuent à donner aux histoires d'Hoffmann leur caractère sinistre, bien qu'il ne soit pas facile de déterminer leur rôle dans la production de cette atmosphère. Le facteur de la répétition du semblable peut ne pas être accepté par tout comme la source du sentiment en question.
D'après mes observations, dans certaines conditions et en combinaison avec certaines circonstances, il éveille sans doute la sensation du sinistre, qui nous rappelle en revanche la sensation d'inertie de nombreux états de rêve. Un jour, marchant par une chaude après-midi d'été dans les rues désertes et inconnues d'une petite ville italienne, je suis tombé sur un quartier dont le caractère ne peut être laissé longtemps en doute, car seuls les gens regardant par les fenêtres des petites maisons ils ont vu femmes peintes. Je me suis donc empressé de quitter la ruelle en prenant le premier raccourci. Mais après avoir erré quelque temps sans guide, je me suis retrouvé tout à coup dans la même rue, où je commençais déjà à attirer l'attention. Ma retraite précipitée n'eut pour conséquence qu'après un nouveau détour, je venais y frapper pour la 3e fois. Mais alors un sentiment s'empara de moi qu'on ne pouvait qualifier que de sinistre, et je fus heureux quand, renonçant à mes explorations, je retrouvai la place d'où j'étais parti. D'autres situations qui ont en commun avec la précédente le retour involontaire au même lieu, bien qu'elles diffèrent radicalement par d'autres éléments, produisent néanmoins la même impression d'inertie et de sinistre. Par exemple, quand on se perd, surpris par le brouillard sur une montagne boisée, et malgré tous ses efforts pour retrouver un chemin balisé ou familier, on revient plusieurs fois au même endroit caractérisé par un certain aspect. Ou lorsque vous vous promenez dans une pièce inconnue et sombre, à la recherche de la porte ou de l'interrupteur, et que vous vous heurtez à la place au même meuble pour la 10e fois, cette situation que Mark Twain, bien que par une exagération grotesque, a su doter d'une comédie irrésistible. On retrouve aussi aisément ce caractère dans une autre série de faits, c'est seulement le facteur de répétition involontaire qui fait paraître sinistre ce qui en d'autres circonstances serait innocent, nous imposant ainsi l'idée de l'infâme, de l'incontournable, ou dans un autre cas seulement on aurait parlé de hasard. Ainsi, par exemple, c'est sûrement une expérience indifférente si dans le vestiaire on nous donne, lorsque nous remettons notre chapeau, un certain nombre, disons, 62, ou si nous constatons que notre cabine sur le bateau porte ce numéro. Mais cette impression change si les deux faits, indifférents en eux-mêmes, se rapprochent, au point que le nombre 62 se retrouve plusieurs fois dans la même journée, ou s'il arrive encore que combien possède un nombre, adresse, chambre d'hôtel, voiture de chemin de fer, etc. présente toujours la même figure, au moins comme élément partiel. Ceci est considéré comme sinistre, et quiconque n'est pas blindé contre la superstition sera tenté d'attribuer un sens mystérieux à ce retour obstiné du même nombre, y voyant, par exemple, une allusion à l'âge qui ne survivra pas. Ou si, dans un autre cas, commençant à peine à étudier les travaux du grand physiologiste H. Schering, des lettres sont reçues à quelques jours d'intervalle et de pays différents, de 2 personnes portant le même nom, alors que jusqu'alors jamais ils n'avaient été en association avec des soi-disant individus. Un enquêteur intelligent a tenté récemment de réduire les faits de cette classe à certaines lois, leur enlevant ainsi inévitablement tout caractère sinistre. Je ne prétends pas décider si vous avez réussi dans votre entreprise. Quant au sinistre qu'évoque le retour du semblable et la manière dont cet état d'esprit dérive de la vie psychique infantile, je ne puis que l'évoquer à ce propos, renvoyant pour le reste à une nouvelle exposition du sujet, en d'autres termes. Relation, que j'ai déjà préparée. Je me borne donc à signaler que l'activité psychique inconsciente est dominée par une pulsion d'automatisme ou de répétition compulsive, inhérente, selon toute vraisemblance, à l'essence même des pulsions, pourvue d'une puissance suffisante pour vaincre le principe de plaisir. Une impulsion qui donne à certaines manifestations de la vie psychique un caractère démoniaque, qui se manifeste encore avec une grande netteté dans les tendances du petit enfant, et qui domine une partie du cours suivi par la psychanalyse du névrosé. Touno. Les considérations qui précèdent nous disposent à accepter que tout ce qui est susceptible d'évoquer cette impulsion de répétition interne sera ressenti comme sinistre. Je crois cependant que le moment est venu de renoncer à commenter ces conditions quelque peu difficiles à apprécier, pour se consacrer à la recherche des cas indubitables du sinistre, dont l'analyse nous permettra de trancher définitivement sur la valeur de notre hypothèse. Dans l'anneau de Polycrate, l'invité se détourne avec horreur en réalisant que tous les souhaits de son ami sont instantanément exaucés, toutes ses inquiétudes rapidement dissipées par le destin. Son ami est devenu sinistre avec lui.
La raison qu'il s'en donne que celui qui est trop heureux doit craindre l'envie des dieux nous semble trop obscure, puisque sa signification est mythologiquement voilée. Tournons-nous donc vers un autre exemple d'un territoire beaucoup plus simple. Dans l'histoire clinique d'une névrose obsessionnelle, je racontais que ce patient avait passé quelque temps dans une station thermale, à son grand bénéfice, mais il eut la sagesse de ne pas attribuer son amélioration non pas aux propriétés curatives des eaux, mais à la localisation de sa chambre, à côté de celle d'une sympathique infirmière. Lorsqu'il revint une seconde fois dans cet établissement, il réclama la même chambre, mais en apprenant qu'elle avait déjà été occupée par un vieux monsieur, il laissa libre cours à son mécontentement en s'écriant qu'il meurt d'un patatue. 2 semaines plus tard, le monsieur a en fait subi un accident vasculaire cérébral, un événement sinistre pour mon patient. Cette impression aurait été encore plus forte s'il s'était écoulé moins de temps entre son exclamation et l'accident, ou si plusieurs épisodes similaires s'étaient produits chez mon patient. En effet, il n'a eu aucune difficulté à me fournir des confirmations similaires, et non seulement lui, mais tous les névrosés obsessionnels que j'ai pu étudier m'ont raconté des expériences similaires. Il n'était nullement surpris de rencontrer régulièrement la personne à laquelle, peut-être pour la première fois depuis longtemps, il venait de penser. Il arrivait régulièrement qu'il recevait une lettre d'un ami le matin, et la veille ils avaient dit « Il y a longtemps que nous n'avons pas eu de nouvelles d'un tel ». Surtout, les accidents ou les décès survenaient rarement sans que l'idée de ce malheur ne lui ait traversé l'esprit peu de temps auparavant. Ils ont communiqué cette circonstance avec la plus grande modestie, feignant d'avoir des prémonitions que presque toujours se réalisaient. L'une des formes de superstition les plus répandues et les plus sinistres. L'une des formes les plus répandues et les plus sinistres de superstition est la peur du mauvais œil, qui a fait l'objet d'une étude approfondie par l'ophtalmologiste hambourgeois S. Seligman. La source d'où émane cette peur ne semble jamais s'être trompée. Quiconque possède quelque chose de précieux, mais périssable, craint l'envie des autres, projetant sur les autres la même envie qu'il aurait éprouvée à la place de leurs voisins. De telles impulsions se traduisent généralement par le regard, même si l'on refuse de les mettre en mots, et quand quelqu'un se démarque des autres par quelque manifestation notable, surtout d'un caractère désagréable, on est prêt à supposer que son envie doit avoir atteint une force spéciale et que cette force peut bien l'amener à devenir des actes. Par conséquent, une intention secrète de nuire est suspectée et, sur la base de certaines indications, il est admis que cette intention a également un pouvoir nuisible suffisant. Ces derniers exemples du sinistre sont fondés sur le principe que, selon la suggestion d'un patient, j'ai appelé « toute puissance de la pensée ». À ce point de notre étude, nous ne pouvons plus confondre le terrain sur lequel nous nous trouvons. L'analyse de ces différents cas de sinistre nous a conduit à une vieille conception du monde, à l'animisme, caractérisé par l'essaimage des esprits humains dans le monde, par la surestimation narcissique de ses propres processus psychiques, par la toute-puissance de la pensée et par la technique de magie qui s'y fonde, par l'attribution de forces magiques, minutieusement graduées à des personnes et des objets étrangers, mana, et enfin par toutes les créations au moyen desquelles le narcissisme illimité de cette période évolutive se défendait contre la force indéniable. Il semble qu'au cours de notre développement individuel nous soyons tous passés par une phase correspondant à cet animisme primitif, que chez aucun de nous cette phase ne s'est écoulée sans laisser des restes et des traces capables de se manifester à tout moment, et à la lecture des pages précédentes, le lecteur aura sûrement éveillé des doutes qui auront désormais l'occasion de se condenser et de s'exprimer. Il est peut-être vrai que l'Unheimlich, le sinistre, c'est le Heimlich, le foyer intime, refoulé et revenu du refoulement, et que tout ce qui est sinistre remplit cette condition. Mais l'énigme du sinistre n'est pas résolue avec cette formule. Évidemment, notre proposition est irréversible, tout ce qui fait allusion à des désirs refoulés et à des formes de pensée dépassées appartenant à la préhistoire individuelle et collective n'est pas sinistre. Nous n'entendons pas non plus cacher que presque tous les exemples destinés à prouver notre proposition peuvent être opposés à des cas analogues qui la contredisent. Ainsi, par exemple, la main coupée dans le conte de Hoff, Die Geschichte von der abgehauenen Hand, histoire de la main coupée, produit certainement une impression sinistre,
que nous avons appelé complexe de castration. Mais dans l'histoire du trésor de Rampseni, d'Hérodote, le brillant voleur que la princesse veut prendre par la main tend la main coupée de son frère, et je crois que d'autres jugeront, comme moi, que ce trait ne produit pas toute impression sinistre. L'accomplissement immédiat des souhaits dans l'anneau de Polycrate nous semble aussi sinistre que le roi d'Égypte lui-même. Pourtant, nos contes folkloriques regorgent de réalisations instantanées de souhaits, et nous n'avons nullement l'impression du sinistre. Dans le conte des Trois Vues, la femme est séduite par le parfum d'une saucisse rôtie, déclarant qu'elle aussi aimerait en manger une. Immédiatement, il apparaît dans son assiette. Rempli de colère contre la femme imprudente, l'homme souhaite que la saucisse pende à son nez. Le voici, suspendu à son nez. Tout cela peut être impressionnant, mais ce n'est en aucun cas sinistre. En général, le conte est ouvertement posé sur le terrain de l'animisme, de la toute-puissance de la pensée et des désirs, mais je ne saurais citer de véritables contes de fées où quelque chose de sinistre se passe. Nous avons vu que cette impression est surtout évoquée lorsque des objets inanimés, des images ou des poupées prennent vie, mais dans les contes d'Andersen, la vaisselle, les meubles, le soldat de plomb vive et rien n'est plus sinistre. L'animation de la belle statue de Pygmalion ne peut pas non plus être considérée comme sinistre. Nous avons vu que la catalepsie et la résurrection des morts sont des représentations sinistres, mais encore une fois de telles choses sont très courantes dans les rêves. Qui oserait dire qu'il est sinistre de voir comment, par exemple, Blanche-Neige ouvre les yeux dans son cercueil. Aussi la résurrection des morts dans les récits miraculeux, par exemple dans ceux du Nouveau Testament, évoque des sentiments qui n'ont rien à voir avec le sinistre. Le retour inattendu de l'identique, qui a produit sur nous des effets si manifestement sinistres, suscite dans nombre de cas des réactions très différentes. Nous avons déjà cité un exemple dans lequel il sert d'effet comique et nous pourrions accumuler plusieurs cas similaires. D'autres fois, la répétition est destinée à renforcer, à souligner quelque chose, etc. Aussi, d'où vient le caractère sinistre du silence, de la solitude et de l'obscurité? Ces facteurs n'indiquent-ils pas l'intervention du danger dans la genèse des accidents, bien qu'il s'agisse des mêmes conditions dans lesquelles on voit que les enfants ressentent plus fréquemment la peur? Et peut-on vraiment écarter le facteur d'incertitude intellectuelle, ayant admis son importance dans le caractère sinistre de la mort? Nous voilà donc prêts à admettre que pour provoquer le sentiment du sinistre il faut que d'autres conditions interviennent, en plus des facteurs thématiques que nous avons postulés. À proprement parler, on pourrait admettre qu'avec ce qui a été dit, l'intérêt psychanalytique pour le problème s'épuise, que le reste demande probablement à être étudié du point de vue esthétique, mais ce serait ouvrir la porte au doute sur la valeur de notre concept selon lequel l'unheimlich, le sinistre, vient du heimisch, le familier, qui a été refoulé. Un constat peut peut-être nous indiquer la voie pour lever ces incertitudes. Presque tous les exemples qui contredisent notre hypothèse appartiennent au domaine de la fiction, de la poésie. Cela indiquerait qu'il faut différencier le sinistre qui est vécu, du sinistre qui n'est imaginé ou connu que par des références. Le sinistre vécu dépend de conditions beaucoup plus simples, mais il se produit dans moins de cas. Je crois que cette forme du sinistre accepte, presque sans exception, nos tentatives de solutions et peut dans chaque cas être réduite à des choses autrefois familières et maintenant refoulées. Ici aussi, cependant, une distinction importante et psychologiquement significative doit être faite, qui peut être mieux illustrée par des exemples appropriés. Prenons le sinistre qui émane de la toute-puissance des idées, de l'accomplissement immédiat des désirs, des forces infâmes cachées ou du retour des morts. Il est impossible de confondre la condition qui, dans ces cas, donne lieu au sentiment du sinistre. Nous-mêmes ou nos ancêtres primitifs avons jadis accepté ces trois éventualités comme des réalités, nous étions convaincus du caractère réel de ces processus. Aujourd'hui nous n'y croyons plus, nous avons dépassé ces modes de pensée, mais nous ne nous sentons pas très sûrs de nos nouvelles conceptions, les vieilles croyances survivent en nous, attendant une confirmation.
Dès lors, dès qu'il se passe quelque chose dans cette vie, capable de confirmer ces vieilles convictions abandonnées, nous éprouvons la sensation du sinistre, et c'est comme si nous disions, ainsi, il est possible de tuer un autre par la simple force du désir, il est possible que les morts continuent à vivre et qu'ils réapparaissent dans les lieux où ils ont vécu, etc. Quiconque, au contraire, aura complètement et définitivement abandonné de telles convictions animistes, ne pourra pas expérimenter cette forme du sinistre. La coïncidence la plus extraordinaire entre un vu et son accomplissement, la répétition la plus énigmatique d'événements similaires au même endroit ou à la même date, les perceptions visuelles les plus trompeuses et les bruits les plus suspects ne le troubleront pas ni ne susciteront en lui une peur que nous peut considérer comme la peur du sinistre. Il s'agit donc ici exclusivement de quelque chose qui concerne l'épreuve de réalité, d'une question de réalité matérielle. Tout autre est le sinistre qui émane des complexes infantiles refoulés du complexe de castration, des fantasmes intra-utérins, etc. Bien entendu, les expériences réelles susceptibles d'éveiller ce genre du sinistre ne peuvent être très fréquentes, puisque le sentiment en question, lorsqu'il survient dans des expériences réelles, appartient généralement au groupe précédent, mais pour la théorie, il est important de différencier les deux catégories. Dans l'étrangeté, due au complexe infantile, la question de la réalité matérielle ne se pose même pas, la réalité psychique apparaissant à la place. Dans ce cas, il s'agit du refoulement effectif d'un contenu psychique et du retour de ce qui est refoulé, mais pas d'une simple abolition de la croyance en la réalité de ce contenu. On pourrait dire que si dans un cas un certain contenu idéationnel a été refoulé, dans l'autre la croyance en sa réalité matérielle l'a été. Mais cette dernière formulation signifie peut-être une application du terme « répression » qui dépasse ses limites légitimes. Il serait plus correct si, en ce qui concerne ce problème, nous tenions compte d'une différence psychologique sensible, qualifiant l'état dans lequel se trouvent les convictions animistes de l'homme civilisé de dépassement plus ou moins complet. Notre formulation finale serait alors la suivante: ce qu'il y a d'étrange dans les expériences se produit lorsque des complexes infantiles refoulés sont ravivés par une impression extérieure, ou lorsque des convictions primitives dépassées semblent trouver une nouvelle confirmation. Enfin, notre prédilection pour les solutions simples et pour les exposés clairs ne doit pas nous empêcher de reconnaître que les deux formes de l'étrangeté, discernées ici, n'apparaissent pas toujours clairement séparées dans l'expérience. Si l'on considère que les convictions primitives sont intimement liées au complexe infantile et qu'elles s'enracinent effectivement en eux, il ne sera pas étonnant de voir à quel point leurs limites s'estompent. L'étrangeté dans la fiction, dans la fantasy, dans l'œuvre littéraire, mérite un examen séparé. Surtout, ces manifestations sont bien plus multiformes que celles du sinistre expérientiel, puisqu'il l'englobe totalement, en plus d'autres éléments qui n'interviennent pas dans les conditions de l'expérience. L'opposition entre ce qui est refoulé et ce qui est surmonté ne peut s'appliquer, sans modification profonde, au sinistre de l'œuvre poétique, puisque le domaine du fantasme suppose que son contenu soit exempt de l'épreuve de la réalité. Notre conclusion apparemment paradoxale se lit comme suit: une grande partie de ce qui serait sinistre dans la vie réelle ne l'est pas dans la poésie. De plus, la fiction dispose de nombreux moyens pour provoquer des effets sinistres qui n'existent pas dans la réalité. Parmi les nombreuses licences dont jouit le poète, il y a aussi celle de pouvoir choisir à volonté le monde de son évocation, pour qu'il coïncide avec notre réalité familière ou s'en éloigne en quelque sorte. Dans tous les cas, nous le suivrons. Le monde des contes de fées, par exemple, quitte d'emblée le terrain de la réalité et prend ouvertement le parti des convictions animistes. L'accomplissement des désirs, les forces secrètes, la toute-puissance de la pensée, l'animation de l'inanimé, effets très fréquents dans les contes, ne peuvent y produire une impression sinistre, puisque pour que ce sentiment naisse il faut, comme nous l'avons vu, que le jugement se trouvait dans le doute quant à savoir si l'incroyable, surmonté, ne pourrait, en définitive, être possible dans la réalité, question qui dès le départ est tranchée par les conventions qui régissent le monde des histoires. Ainsi, le conte de fées, source de la plupart des exemples qui contredisent notre théorie de l'étrangeté, illustre pratiquement le premier des
cas évoqués, dans le domaine de la fiction, beaucoup de choses qui seraient dans la vraie vie ne sont pas sinistres. À cela s'ajoutent, dans le récit, d'autres facteurs que nous évoquerons brièvement plus loin. Le poète peut aussi avoir créé un monde qui, bien que moins fantastique que celui des contes, est néanmoins séparé du monde réel, en admettant des êtres surnaturels, des démons ou des âmes mortes. Tout le caractère sinistre que pouvaient avoir ces figures disparaît alors dans la mesure où les conventions de cette réalité poétique sont étendues. Les âmes de l'enfer dantesque ou les spectres d'Hamlet, de Macbeth et de Jules César de Shakespeare sont peut-être aussi sombres et lugubres qu'on voudra, mais au fond ils sont aussi peu sinistres que, par exemple, le monde serein des dieux homériques. Nous adaptons notre jugement aux conditions de cette réalité fictive du poète, et nous considérons les âmes, les esprits et les fantômes, comme s'il y avait une existence non moins justifiée que la nôtre dans la réalité matérielle. Voici un nouveau cas où le sentiment du sinistre est évité. En revanche, il en va tout autrement si le poète prétend se situer dans le champ de la réalité commune. Il adopte alors toutes les conditions qui, dans la vie réelle, régissent l'apparition du sinistre, et quoi qu'il ait ce caractère dans les expériences, il l'aura aussi dans la fiction. Mais dans ce cas, le poète peut exalter et multiplier le sinistre bien au-delà de ce qui est possible dans la vie réelle, faisant advenir ce qui n'arriverait jamais ou rarement dans la réalité. D'une certaine manière, elle nous affranchit alors de notre superstition, que nous avions cru vaincue, il nous trompe en nous promettant la réalité vulgaire, pour en sortir ensuite. Nous réagissons à leur fiction comme nous réagirions à nos propres expériences, une fois qu'on s'aperçoit de la mystification, il est déjà trop tard, puisque le poète a atteint son but, mais pour ma part j'affirme qu'il n'a pas obtenu un pur effet. Il nous reste un sentiment d'insatisfaction, une sorte de rancœur pour la tentative de tromperie, un sentiment que j'ai éprouvé avec une clarté particulière après avoir lu la nouvelle de Schnitzler Die Weissagung, La prophétie, et d'autres productions du genre qui flirtent avec le miraculeux. L'écrivain a toujours une ressource qui lui permet d'échapper à notre rébellion et d'améliorer en même temps les chances d'atteindre ses objectifs. Ce moyen consiste à nous laisser longtemps en suspens sur quelles sont les conventions qui régissent le monde qu'il a adopté, ou en évitant jusqu'au bout, avec art et ruse, une explication décisive à ce sujet. Mais, en tout cas, la circonstance notée que la fiction crée de nouvelles possibilités du sinistre, qui ne peuvent pas exister dans la vie réelle, est ici remplie. À proprement parler, toutes ces formes diverses ne peuvent être observées que dans cette catégorie de l'étrangeté qui procède du dépassé. Le sinistre émanant des complexes refoulés a une plus grande ténacité et, au mépris d'une seule condition, conserve dans la poésie tout le caractère sinistre qu'il avait dans la vie réelle. L'autre forme, celle née de ce qui a été dépassé, par contre, présente ce personnage à la fois dans la réalité et dans cette fiction qui se situe dans le champ de la réalité matérielle, mais peut le perdre dans les réalités fictives créées par le poète. Imagination. Il est évident que les licences du poète et, par conséquent, les privilèges de la fiction liés à l'évocation ou à l'inhibition du sentiment du sinistre, n'ont pas été épuisés dans les observations précédentes. Face aux expériences réelles, nous avons tendance à adopter une position uniformément passive et à nous retrouver soumis à l'influence des thèmes. En revanche, nous répondons d'une manière particulière à la direction du poète, à travers l'état émotionnel dans lequel il nous place, grâce aux attentes qu'il éveille en nous, il parvient à séparer notre capacité affective d'un ton passionnel pour la prendre à l'autre, et bien des fois il sait obtenir des effets très différents avec le même sujet. Tout cela est connu depuis longtemps et a sûrement été considéré avec soin par les esthéticiennes idéales. Nous avons été amenés, presque involontairement, à ce champ d'investigation, cédant au désir d'éclaircir la contradiction que certains exemples cités ci-dessus présentent face à notre théorie de l'étrangeté. Nous allons donc maintenant revenir sur certains d'entre eux. On s'est récemment demandé pourquoi la main coupée du trésor de Rampseny ne produit pas l'impression sinistre qu'évoque l'histoire de la main coupée de Hof. Maintenant que nous connaissons la plus grande ténacité du sinistre émanant des complexes refoulés, cette question nous paraît plus pleine de sens.
La réponse peut être formulée sans difficulté. Dans le premier de ces récits, nous ne sommes pas tant adaptés aux émotions de la princesse qu'à la ruse souveraine du voleur magistral. La princesse n'aura sûrement pas été épargnée par le sentiment du sinistre, et nous le jugeons toujours plausible. Qui est tombé fané, mais pour notre part nous ne ressentons rien de sinistre, car nous ne nous plaçons pas à sa place, mais à celle du voleur. D'autres circonstances nous privent de l'impression sinistre de la farce de Nestroy, d'Erzérissenet, l'homme en lambeaux, lorsque le fugitif que l'on croit meurtrier, chaque fois qu'il soulève une trappe, voit surgir le spectre supposé de sa victime, s'exclamant, désespéré, « Mais je n'en ai pas tué plus d'un. » Pourquoi cette multiplication atroce ? Nous sommes conscients des circonstances antérieures à cette scène et nous ne pouvons pas partager l'erreur de l'homme en haillons, si bien que ce qui est sinistre pour lui n'est pour nous qu'un humour irrésistible. Même une vraie apparition, comme celle du comte d'Oscar Wilde, le spectre de Kentville, perd tous ses droits d'inspirer au moins la terreur, quand le poète s'adonne à la plaisanterie de la ridiculiser et de la moquer. Telle est l'indépendance qu'il peut y avoir dans le monde de la fiction entre l'effet émotionnel et le sujet choisi. Quant aux contes de fées, ils ne sont même pas destinés à susciter des sentiments pénibles, c'est-à-dire sinistres. Quelque chose que nous comprenons parfaitement et qui nous conduit à ignorer toutes les occasions dans lesquelles un tel effet serait peut-être possible. Nous n'avons rien à dire sur la solitude, le silence et l'obscurité, sauf que ce sont vraiment les facteurs auxquels l'anxiété de l'enfance est liée, jamais complètement éteinte chez la plupart des êtres. La recherche psychanalytique a traité ailleurs de ce problème. Fin. Le sinistre. Sigmund Freud.